d'abord, c'est avec plaisir que j'ai accepté l'invitation de passer un beau samedi après-midi avec du monde sur le terrain qui font avancer l'affaire. Aussi parce que, comme société actuellement, là, je passe des choses inquiétantes dans notre système de santé. Et il faut vraiment que la société se lève. Nous, on aide à ça, mais il faut que ça vienne d'abord du monde. Quand on regarde le système de santé, il faut comprendre que le système de santé, il y a un intérêt et un sens que s'il répond aux besoins et aux attentes du monde aussi. Je regarde un petit peu, je reviens un petit peu en arrière pour voir comment tout ça fonctionne. C'est qu'on a, dans l'évolution de la société, on a décidé en 1970 de mettre en place un système de santé public et accessible. Ça visait à répondre à des demandes des citoyens depuis longtemps, parce que c'est depuis les années 50 que les gens revendiquent effectivement une prise en charge par l'État du système de santé. Ça a commencé dans les années 60 avec l'assurance hospitalisation. En 70, on a mis en place un vrai système, avec un réseau des institutions, du monde qui travaille là-dedans pour répondre aux besoins des citoyens, un réseau intégré pour répondre à tous les besoins. Puis on a, à côté de ça, on a développé la prise en charge financière du coût des soins pour changer de quoi de bien fondamental. On a dit dorénavant, ça c'est en 70, le seul critère d'accès aux soins, ça sera l'urgence et la gravité de la situation, non plus la capacité de payer. C'est un choix de société qu'on a fait. En faisant ça, c'est un choix aussi de solidarité. On a décidé, tous dans la société, de prendre à notre charge, en contribuant, le coût des soins de santé pour que tout le monde dans la société puisse être traité quand il y en a besoin et comme il y en a besoin. C'est vraiment dit qu'on donne non seulement un accès aux soins, mais des soins de qualité, qui fait que peu importe qui vous êtes dans la société, riches, pauvres, jeunes, vieux, peu importe ce que vous pouvez être, vous avez droit aux mêmes soins, à la même qualité de soins. Ça, c'est vraiment un choix de société très fondamental. Ce qui a aidé là-dedans, c'est l'intervention aussi du gouvernement fédéral, parce que le coût des services coûte cher. Et au niveau des ressources, bien, le fédéral, le gouvernement du Canada a plus de ressources financières que les provinces. Alors, avant 70, dans les années 50, début des années 60, le fédéral a dit aux provinces, bien, regardez, moi j'ai de l'argent, mais je n'ai pas de juridiction, je n'ai pas la compétence en matière de santé. Vous avez la compétence, mais vous n'avez pas d'argent. On peut s'entendre. Moi, je vais vous donner de l'argent si vous êtes prêt à respecter certaines conditions pour que tous les Canadiens aient un accès comparable au système de santé. Alors, on a donc fait des premières ententes qu'on a transformées en loi. La dernière version de cette loi-là, ça s'appelle la Loi canadienne sur la santé. C'est une loi qui permet au fédéral de verser de l'argent aux provinces en contrepartie de l'obligation par les provinces de respecter un certain nombre d'engagements. Il y en a 5. Alors, autrement dit, le fédéral a dit, moi, je vous verse de l'argent. Puis cette année, c'est 3 milliards qui est versé au Québec seulement, qui vient du fédéral. Et en contrepartie, le Québec, comme les autres provinces, s'engage à respecter 5 conditions. Alors, il faut que le système de santé demeure géré par un organisme public. Nous, c'est la Régie d'assurance maladie du Québec qui s'occupe de ça. Après ça, pour les 4 autres conditions, on touche la question des services. Alors, on parle d'abord de l'universalité. On dit qu'il faut que tous les services médicaments nécessaires doivent être couverts par la région. Alors, c'est vraiment important parce que, tantôt, on parlera un petit peu de ce qui s'en vient dans ce système-là. Ça va toucher l'universalité. Après ça, on a l'intégralité. C'est-à-dire, l'université, ça veut dire que c'est-à-dire que tout le monde, peu importe votre capacité de payer, vous êtes couvert par la région. Okay? On ne peut pas désassurer des groupes ou des individus. Deuxième condition, ça s'appelle l'intégralité. Ça veut dire qu'il faut que tous les services soient couverts. Troisième condition qui est importante, c'est l'accessibilité. On a dit qu'il faut que les services soient accessibles. Il ne faut pas que les provinces mettent des obstacles directs et indirects, entre autres de nature financière, qui peuvent limiter l'accès aux services. La dernière condition, c'est ce qu'on appelle la transférabilité. C'est d'une province à l'autre. Il faut que les provinces, si vous êtes malade quand vous êtes à Toronto ou à Moncton, vous allez à l'hôpital, puis on va vous traiter comme si vous étiez résident de la province. C'est-à-dire, il y a des ententes dans des provinces pour que tout le monde soit couvert. Alors, donc, ce sont les 5 conditions, puis ça, c'est encore en vigueur tout de suite. Dans la condition d'accessibilité, c'est important parce qu'on a dit, ça oblige les provinces à ne pas mettre des obstacles directs ou indirects à l'accès aux soins.
Là, la loi continue. Pas mettre d'obstacles de nature financière, notamment par la surfacturation ou par les frais modérateurs. Les frais modérateurs, c'est si tu connais mon épisode, ça a déjà été essayé ici. Là. Vous allez voir le médecin, peut-être que vous allez, ça va vous coûter 2 piastres. Juste pour voir le médecin, ça fait qu'il y a des gens qui n'iront pas à cause, qui vont se priver de soins à cause de ça, parce que c'est à cause de alors, il n'y en a pas ici au Québec. Mais la surfacturation, elle est formellement défendue. Ce que la loi prévoit, c'est qu'il y a de la surfacturation. Bien, le ministre de la Santé n'a pas le choix. Elle doit absolument, quand une province informe qu'il y a de la surfacturation, retenir du paiement de transfert à la province l'équivalent du montant qu'elle estime de surfacturation. Pouvez-vous dire c'est quoi la surfacturation? C'est que, bon, alors, c'est bien, arrêtez-moi si c'est quoi que ce soit que vous ne suivez plus là. Ce que ça prévoit, c'est que la loi dit OK, on fait des paiements de transfert et tout ça, puis le régime de la province, il doit couvrir, pour chaque service qui est rendu, l'ensemble des frais. Autrement dit, il n'y a rien qui doit être chargé au patient qui va consulter. Alors, je ne sais pas, vous allez par exemple, disons, chez votre médecin de famille, parce que vous avez, je ne sais pas, vous avez une bronchite, bon, ben, le médecin, vous allez dans son bureau, vous donnez votre carte d'assurance maladie, c'est un clic. Après ça, ils vont vous examiner, ils vont prescrire des médicaments, le cas échéant et tout ça. Alors, tout ça, là, il faut que ce soit pris en charge, le coût de ça soit pris en charge au complet par le régime provincial. Autrement dit, là, le médecin n'a pas le droit de surfacturer. Le second, c'est le fait de faire payer au patient des frais en plus de ce que le médecin reçoit du régime public. Parce que le patient, il est payé par l'État. C'est pas gratuit ce qu'il vous fait. C'est l'État qui paye. Mais lui, il n'a pas le droit de vous demander des sous de plus. Donc, ça, c'était. Alors, ça, c'est ça depuis toujours. Mais on s'est aperçu au fil des années, un peu partout, qu'il y a des médecins qui essayaient de contourner ces règles-là. À chaque fois, dans chaque province, ça s'est produit. Le gouvernement fédéral est intervenu. Okay, par exemple, en Ontario, quand on est venu, les médecins ont décidé que les patients, non pas qu'ils factureraient les patients, mais que tous les patients qui viennent nous voir leur feraient un don de 2 piastres. Le fédéral a dit, ça, c'est de la surfacturation. Arrêtez-moi ça. Les médecins ont fait la grève en Ontario. Le gouvernement a passé une loi spéciale pour les forcer à arrêter de faire ça et rentrer au travail. Ils ont plié. En Alberta, c'était la même affaire aussi. Alors, il y a eu cet essai un peu partout. Le fédéral est venu, je ne sais pas combien de fois, pour faire ça. En moyenne, c'était 1 million, 2 millions, 4 millions qui ont venu. Puis dès que le fédéral retient de l'argent, la province est mal pris parce que c'est de l'argent qu'elle a pu. La province ne bénéficie pas de la surfacturation, ça ne va pas dans l'État. Fait que là, veut pas. C'est un déficit automatique pour la province. Bon. Donc, c'est un moyen extrêmement puissant. Curieusement, il y a une province où le fédéral n'est jamais intervenu, c'est le Québec. C'est une société distincte, on est chanceux. On est 25 parce que nos médecins peuvent facturer comme ils veulent. Alors, ce qu'il avait, c'est écouter. Ça fait que là, le problème, c'est développé sur le Québec. À partir de 2006, on a commencé à avoir des rapports de fait là-dessus pour dire, écoutez, il y a cette degré de surfacturation qui se fait, puis les médecins ont commencé à faire payer. Parce que les médecins, juste ce qu'ils disent, c'est regardez bien. Nous autres, là, les honoraires qu'on reçoit de l'État, que l'État nous donne, là, ça ne suffit pas pour payer notre clinique. Donc, on a commencé à charger des frais aux patients. Mieux que ça encore, les fédérations des syndicats de médecins, là, la Fédération des médecins spécialistes, la Fédération des médecins omnipraticiens, vous allez voir, c'est des gros acteurs, FMSQ, FMOQ. Là. Okay, bon, ça, c'est les 2 syndicats de médecins au Québec. Alors, ceux qui disaient ça, écoutez, les médecins facturent des frais aux patients. Les factures des frais, ça a commencé tranquillement. Mais ça s'est étendu, ça n'a pas d'allure. Okay? Ça a commencé, par exemple, disons, l'ophtalmologiste, qui met des gouttes dans les yeux des patients dans les examens. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à faire des ententes avec le gouvernement pour dire que les médecins disaient « Oui, mais ça n'a pas de bon sens que les médecins doivent payer pour les gouttes, puis doivent payer pour les pansements, puis doivent payer pour... Bon. » Mais le gouvernement a ouvert la porte. Il a dit « Écoutez, vous ne pouvez pas changer rien aux patients, sauf le coût des fournitures de médicaments. » Au début, ça devait être le coût réel. C'est ça qui a dérapé, mais complètement. Okay? Alors, au début, les gouttes comme étaient, les gouttes coûtent 57. Une piastre, 2 piastres, 5 piastres, 10 piastres, 15 piastres, 20 piastres. Aujourd'hui, ça varie entre 20 et 200 piastres. OK? C'est pas 30, 40. Il y en a ici qui en fait qui n'ont payé 40, bon. OK?
C'est pas 40 sur... c'est pas un traitement annuel, là. OK? C'est 40 pour les 2-3 gouttes. C'est pas une bouteille à usage unique, là. Autrement dit, la même bouteille va servir... c'est ça, tant qu'il reste des gouttes. Bon. Alors, écoutez, imagine ce que ça prend. Alors, donc, ça a commencé comme ça. Là, ça s'est allé dans l'autre chose. Là, les médecins ont commencé, par exemple, on a fait des vasectomies, dans le cabinet privé. Bon, le médecin, il se 140$ de la régie pour ça, mais les médecins trouvaient que c'était pas assez. Fait que ça prend un petit anesthésien. Parce que je ne poserai pas la question pour voir qu'il y en a qui ont essayé ça ici. Mais on a un petit anesthésien qui coûte une pièce. Là, il a commencé à charger 30$, 40$, 100$, 150$ pour l'anesthésien. Okay? Il faut vraiment pouvoir avoir des petits, là. Okay? Bon, c'est ça. Alors, ça ne s'est pas arrêté là. Ça s'est développé dans toute une série d'autres soins. Les colonoscopies. Ça, c'est un petit examen pas plaisant. On vous rentre une petite caméra par un bout de vos intestins pour aller voir si on souffre d'un cancer à l'intestin. Bon. Ça encore ici, bon, vous pouvez le passer à froid si vous avez le complexe du héros, mais c'est toujours préférable de prendre le petit anesthésien. Donc, l'examen est plus intéressant. Et bon, sauf que le petit anesthésien, qui coûte pièce ou pièce et demie, on va vous changer 500$. Pourquoi? Parce que dans le fond, ça paye le coût de la machine. Mais le médecin, lui, dans son salaire annuel, dans ses honoraires qu'il reçoit du gouvernement, il y a un montant prévu pour les honoraires, mais les médecins reçoivent tous aussi un montant prévu pour leur équipement. Okay? Bon. Et puis le ministère ne demande jamais de compte pour voir si l'argent est bien et bien dépensé, c'est automatique. On verse, ça varie de 1 000 à 25 000, de 35 000 francs pour les ophtalmologistes. Okay? Bon. Alors, donc, ça s'est développé comme ça. Ça s'est développé. Le problème, c'est que là, plus ça se développait, ce que le ministère a fait vu, c'est écoutez, intéressant ici. Il commence à y avoir pas mal de colonoscopies faites dans les cliniques privées. Fait qu'on va réduire les services dans les hôpitaux parce que les gens qui ne veulent pas attendre, ils vont aller dans le privé. Okay? Alors, on a comme ça commencé à privatiser. Puis le médecin qui fait ça dans le privé, là, c'est un médecin qui participe à la régie, qui n'est pas supposé a priori recevoir d'un horaire autre que ce que la régie lui verse. Mais on a commencé à le faire. Puis les organismes qui devaient surveiller ça, là, la régie du Collège des médecins, fermaient les yeux là-dessus. On a laissé les médecins, donc, commencer à avoir une autre source de revenus intéressante. L'effet pervers de ça, c'est que là, on a commencé à diminuer l'offre de services dans le système public. Alors là, il y avait donc deux affaires qui ne marchaient pas. On a commencé à faire payer les patients pour des services assurés. Puis on a réduit l'offre de services dans le système public. Vous voyez un peu l'effet pervers sur l'accessibilité. C'est qu'il arrive que les gens n'ont pas d'argent. Bon, là, c'est fait poser la question, comme ça parlementaire. Ben, écoutez, un médecin va être sensible à ça. Ça s'est arrêté là. C'est la sensibilité du médecin. C'est ça, il sait, puis lui, il est sensible à ça. OK? C'est ça. Alors, mais autrement dit, on n'a pas de réponse pour ça. Et voyez-vous le problème que ça fait? C'est que là, notre régime, à la base, c'est juste le monde de lui, là, c'est le principe pour tout le monde. Okay? Le même principe pour tout le monde, c'était tous les citoyens ont le même droit d'accès au système de santé, sans égard à leur capacité de payer. Or, le problème, c'est que la personne qui est sur l'aide sociale, avec qui le médecin va passer une colonoscopie. On passe un homme de 55 ans, puis on passe un test de sang, puis il y a du sang culte à l'aisselle. Parce qu'on fait ça pour détecter. C'est là pour savoir s'il y a un risque de cancer colorectal. On va passer un petit test avant, colonoscopie. Alors, on va la prescrire à la personne. Bon. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent. On va se mettre en ligne à l'hôpital. Mais à l'hôpital, dans la plupart des places, je ne sais pas les chiffres précis partout, mais dans beaucoup de places, on a diminué l'offre de services en colonoscopie à l'hôpital parce que le monde va dans le privé. Mais ce n'est pas parce que le monde va dans le privé que les attentes sont plus courtes à l'hôpital, les attentes sont aussi longues. Mieux que ça encore, elle s'est rallongée avec la diminution de l'offre de services. Fait que la personne qui n'a pas d'argent, elle est doublement pénalisée. Parce que d'abord, on va devoir attendre plus longtemps pour le service. Puis le droit d'accès que la loi lui donne, puis le régime lui donne, ben, elle ne l'a pas. Puis il n'y a pas grand recours pour se défendre contre ça, parce que la loi dit que le droit d'accès au service est fonction des ressources de l'établissement. Alors, si votre condition n'est pas urgente, vous devez aller.
Puis là, vous avez des délais d'attente de 10 mois, 12 mois. Puis là, les médecins vont dire aux gens, bon, oui, regardez, moi, je vais vous presser une colonoscopie, c'est vous pouvez la passer à l'hôpital, vous en avez pour 1 an d'attente. Mais si vous venez à ma clinique avec un petit 500$, ça va être 2 semaines. Qu'est-ce que vous pensez que la plupart du monde font? Les gens s'arrachent le cœur pour se trouver là, c'est inquiet pour leur santé, puis dans les membres de leur famille, les aider, puis ça, qui fait qu'on va à la clinique. Ça fait vivre la clinique encore plus. Bon, puis ça crée, ça amplifie son lot, cet écart-là, là, qui fait que maintenant l'accent, c'est pas l'accent, mais l'accès redevient fonction des revenus que vous avez. Ça, là, ça va contre. Bon. Et ça, le problème, c'est qu'on assiste à ça. Là, ça fait des années que ça se parle au Québec. Depuis 2006, il y a un premier gros rapport qui parle du problème. Qui parle du problème de l'équipement dans les cliniques. Puis on dit en toutes lettres, le fait de faire payer les patients, ça n'est pas une solution qui doit être envisagée. 2006. Parce qu'on parlait, à l'époque, il avait participé à ces travaux-là, entre autres la Fédération des médecins spécialistes du Québec, présidée par le docteur Gaétan Barrette. OK? Tout le qui est là. Fait que Barrette, je ne veux pas dire qu'il ne connaît pas ce problème-là. Là. Bon, là, il y a eu encore. Là, d'autres rapports, en 2007, en 2008, en 2012, et tout ça. Ça ressort un peu partout. Puis là, le monde commence, les milieux commencent à dire, les gens qui s'occupent des défense des patients commencent à dire, bien écoutez, comment ça fait que les patients payent, puis doivent payer, puis de plus en plus. Puis où est la régie qui s'occupe de surveiller ça? La régie, elle ne surveille pas pantoute. Elle a abdiqué complètement ses responsabilités. On n'a pas mis en place un véritable service pour ça. La régie, de toute façon, est débordée. Juste pour surveiller la facturation des médecins, on a juste 4 médecins qui s'occupent de ça, qui s'occupent de superviser, surveiller 55 millions d'actes par année. Ça fait que l'année passée, c'est le rapport de l'inspecteur général qui a sorti ça au mois de juin. L'année passée, les médecins les 4 médecins de la régie ont vérifié 2% seulement des médecins à l'égard d'un seul acte. C'est toute une vérification, ça. Hein? Alors, c'est ça, ça fait que c'est de la complaisance. Okay? Bon. Alors, donc, le problème de prix de l'emploi. Là, il y a un paquet d'organisations à gauche, vous écoutez. Puis la clinique a participé à ça aussi beaucoup. Et un paquet d'autres membres, des syndicats, des groupes communautaires, des groupes de citoyens. Des personnes qui ont dit, écoutez, ça n'a pas d'allure. Là, il y a eu des manifestations, des pétitions, des sorties médiatiques. Bon, tout le monde constatait que, oui, il y a commencé à y avoir un problème qui prenait de l'ampleur. Puis, les gouvernements, pourquoi ils n'interviennent pas? Puis le fédéral là-dedans. Parce que là, le monde allait voir du côté du fédéral, parce qu'on savait la loi fédérale de santé. Puis, bon, le problème, c'est que le gouvernement conservateur avait décidé de ne plus la faire appliquer. C'est un peu le message qu'envoyé aux provinces. Alors, c'est intéressant parce que, dans le Code du Québec, on regarde à chaque année, la province, elle doit déclarer au ministère fédéral de la Santé un rapport sur comment le régime fonctionne. Puis une question, c'est est-ce que la province permet la surfacturation? D'aller jusqu'à cette année, c'est écrit, il n'y a aucune surfacturation au Québec. OK? Comme ça, là. OK? Bon. Malgré tout ce qui sortait depuis 2006, là. OK? Puis le fédéral disait, pour l'avoir. OK? Comme ça. Bon. C'est ça. Alors, ce fait que là, bon, là, le gouvernement a changé l'intervalle aussi. Bon, là, au Québec, là, il y a eu des recours collectifs de fait. Plusieurs. À Queuleux. Il y en a eu d'abord contre les cliniques d'avortement, puis la Cour supérieure a donné raison. Puis voyez-vous, ce qui arrive, c'est que le gouvernement disait, écoutez, là, c'est pas de notre faute, nous, on est au courant, mais écoutez, bon, vu que c'est pas nous autres qui faisons ça, on n'a pas de responsabilité. La Cour a dit non, le gouvernement, vous ne pouvez pas adopter les lois, puis pas les faire appliquer. Le gouvernement a payé ce recours-là 12 millions, qu'il y a un remboursé aux femmes qui avaient payé des frais pour avoir accès à des interruptions de grossesse. Après ça, il y a eu une autre après qui va justement contre les ophtalmologistes, pour ceux qui traitaient des dégâts de la dégénérescence maculaire. 10 ou 11 millions. Payés par qui? Par le gouvernement, par nos taxes. Aucune forme de récupération contre les médecins qui avaient perçu ça. À peine le recours est réglé, les ophtalmologistes continuent, puis là, c'est encore des plus gros montants. Voyez-vous? Puis là, il y a des nouveaux recours qui ont été commencés. Et autrement dit, on s'est aperçu que le projet ne s'arrêtait pas. La surfacturation. Pourquoi? Parce que c'est pas compliqué, c'est pas un médecin qui paye. Quand il y a un recours, c'est nous autres, les patients payent comme patients, ils payent comme citoyens une deuxième fois, parce que c'est le taxe qui va payer ça. Ça n'a pas de bon sens. Okay? Bon.
Là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que là, l'accès devient de plus en plus difficile parce que quand il fait des ophtalmologistes, de plus en plus, ils ne traitent plus parce qu'à l'hôpital, par exemple, les médicaments sont gratuits. Okay? Ce que j'ai appelé récemment, Pierre Sherbrooke, moi je suis concierge, pas beaucoup d'argent, j'ai un problème justement de déficience maculaire. Alors je m'en vais me faire traiter à l'hôpital. Là, mon médecin me dit, à l'avenir, vous, là, venez me voir à ma clinique, je vais vous suivre à ma clinique. Il est allé, puis là, à la clinique, on le charge. Alors qu'à l'hôpital, on ne le charge pas. Mais là, tu peux pas avoir accès à l'hôpital parce qu'à l'hôpital, là, ils font presque plus de cliniques externes maintenant. Tous les universités de Sherbrooke, ils sont 8 ou 10 ophtalmologistes. Je pense qu'il y en a un à la fois seulement qui est disponible à l'hôpital. Toutes les autres, c'est du bureau. Okay? Puis au bureau, les patients payent, à l'hôpital, ils ne payent pas. Aussi. Parce que la loi interdit de faire à l'hôpital de payer ça. L'hôpital, au moins, c'est une entité publique. Au moins, les gens peuvent ne pas payer là, a priori. Bon. Le problème, donc là, on a un problème direct d'accès aux services encore des personnes. Puis évidemment, c'est important. Alors ça, là, on en a partout. Bon. Alors là, on a commencé notre travail. Ça fait longtemps qu'on a avec tout le milieu communautaire, aussi, tout ça, les organismes de défense des droits, puis tout ça, tout le monde était les syndicats, tout le monde est intéressé par ces questions-là. Même des groupes de médecins ne sont pas d'accord avec ça aussi. Puis là, on a gagné un peu le portrait de tout ça l'année passée. On s'est dit, ça n'a pas d'allure. Il n'y a rien pour arrêter les médecins. Le problème, il est hors de contrôle. Puis le ministère de la Santé, c'est sûr, ils ne feront rien. Il ne se passera rien avec eux autres. Puis le fédéral, ben, c'est désespéré. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour les forcer à bouger? C'est là qu'on a reçu mandat. On travaille avec la FADOC, mais backé par 27 autres organisations. Parce qu'on a déposé un recours contre le gouvernement fédéral. Procédure particulière. Dans notre jargon, on appelle ça un mandamus. Un mandamus, c'est une ordonnance spéciale qui demande au tribunal, par laquelle un tribunal va ordonner à un officier public, ici c'est le ministre de la Santé, d'accomplir un devoir que la loi lui demande d'accomplir. Okay? Or, la loi fédérale de la santé, elle dit, dès que le ministre est informé qu'il y a de la surfacturation, elle doit obligatoirement retenir les paiements de transfert. Okay? Puis là, alors, donc, ce qu'on a fait, c'est que nous, on avait une procédure pour établir que le ministre fédéral devait certainement savoir, parce qu'avec tout ce qui est sorti dans le débat public, savoir qu'il y avait tout ça, qu'il y avait de la surfacturation. Et on demandons que le tribunal lui ordonne d'appliquer la loi, c'est-à-dire retient contre les provinces et parce qu'on a pris un cours canadien, mais le Québec est le pire de tout. Là. Dans contre la province de Québec, l'équivalent de ce que la province pendant la surfacturation, tant qu'on ne l'aura pas arrêté. Okay? Bon. Alors, ce recours-là, là, on l'a déposé, il était déclaré avant tout. C'était quand le recours? On l'a déposé le 3 mai. Le 3 mai. Alors là, on a produit tous nos dossiers, tout ça. Le gouvernement fédéral a jusqu'à fin du mois de septembre pour produire sa défense. Okay? Et c'est là que ça bouge. Et ça a bougé. Je ne peux pas vous dire des choses trop détaillées, mais vous allez découvrir bientôt, que la décision du ministre Barrette d'abolir les frais accessoires cette semaine, c'est pas un acte de générosité. Pas du tout. Okay? Il l'a pris parce qu'il avait le couteau sur la gorge. Vous allez voir qui avait mis le couteau. Okay? Alors, on va bientôt faire état du processus qui a été suivi ici pour amener notre bon ministre à plier. Okay? Parce que l'année passée, quand la personne était forte pour les frais accessoires, Barrette a dit, les frais accessoires, on ne les interdira pas, on va les encadrer. Oui. Puis là, il y en a qui ont tout dit Dr. Barrette. Dr. Barrette, fédéral, là-dedans, la loi fédérale, là, vous ne pensez pas que le fédéral, ils ne s'en sont jamais mêlés, ils ne viendront pas s'en mêler. Vous allez découvrir bientôt que ça sera de l'histoire ancienne. OK? Parce que le fédéral veut recommencer à faire appliquer la loi. Puis on vous racontera, parce que je ne peux pas encore le dire des raisons de confidentialité, mais qu'il s'est passé des drôles de choses avant l'annonce du Dr. Barrette. OK? Ce qui fait que le Dr. Barrette, il n'y a pas de générosité là-dedans. Pas du tout. OK? Autrement dit, Barrette, il a plié parce qu'il n'avait pas le choix. Puis Barrette, d'ailleurs, je veux ça parce qu'écoutez, moi, j'ai toutes sortes de litiges avec le gouvernement. Moi, je défends, toute ma carrière, ça a été de défendre des patients, les droits des patients et tout ça. Bon.
J'ai été appelé à la commission parlementaire à présenter des devoirs sur ces réformes, pour être de loi 10, pour être de loi 20. Moi, j'ai dénoncé ces réformes-là en disant que ça ne répond pas, mais pas du tout aux besoins des patients. Et ça ne va pas. Bon. Ces réformes d'organisation du réseau, écoutez, une faillite complète, on a fait disparaître la voix des patients. Entendez-vous, la voix des patients dans le réseau, là, c'est discret comme ça n'a jamais été. Puis les communautés ont plus de prise sur le réseau. Je veux dire, c'est. Bon. Là, ils ont dévoyé le système de traitement de plainte. Je veux dire, c'est une affaire après l'autre, là, une attaque frontale contre les patients. Voyez-vous, puis ces réformes-là, ça sont aussi accompagnées, puis c'est important de comprendre ça, parce que ça, c'est dangereux pour la société. Puis de grâce, moi, tous les organismes communautaires avec qui j'ai l'occasion de parler, je en fais ce message-là. On vit une décroissance du système de santé. L'offre de services, elle diminue. On a coupé les soins à domicile. On a coupé les CHSLD. On a coupé en déficience. On a coupé en santé mentale. Coupé à peu près partout. On transfère des ressources aussi. Je vais y arriver à ça aussi. Parce que ça, c'est un volet, ça, c'est la privatisation. Là, ce que je vous dis, c'est regardez bien. Les dangers qui guettent l'accès aux soins, il y en a trois principaux. Les frais accessoires, qui ont pris tellement d'ampleur qu'effectivement, il y a du monde qui ne sont plus capables de suivre. Il y a des gens qui ont arrêté, moi j'en connais des gens, vous en connaissez certainement ici au niveau de gens qui ont syndicalistes, qui arrêtent d'aller voir leur ophtalmologiste parce qu'ils ne sont plus capables de payer les gouttes. Okay? Qui vont attendre 1 an pour une colonoscopie parce qu'ils sont pas capables de se payer les 500$ que ça coûte à gauche, à droite. OK, bon. Alors, ça, il y a un problème, puis c'est partout. Puis là, ça s'étend. La dernière affaire que j'ai vue, il y a un couple de semaines, là, on a fait payer un petit bâton de test d'urine à quelqu'un, là, 5$. Je me dis ça, je pas en tout cas. Mais c'est une affaire. Les médecins, ils sont imaginatifs quand c'est le temps de faire de l'argent. OK, je vous le dis, là, mon expérience. Bon. Il y en a tellement ça me tromper là-dessus qui me dit que c'est fini. Mais en tout cas, c'est encore là. OK, alors, les frais accessoires, là, ça menace l'accessibilité, pas juste parce que les patients doivent payer, mais par un autre de leurs effets pervers, c'est la réduction des services que ça entraîne. OK, bon. Mais par ailleurs, il y a une autre réduction, c'est-à-dire qui est amplifiée par le fait qu'on réduit les ressources. Et manque tout ensemble dans le système de santé? Absolument pas. Mais il est mal dépensé. Regardez bien, par exemple. Si on regarde ça depuis 5 dernières années, on a augmenté, en moyenne, les salaires des médecins de 9 par année. Mais l'enveloppe globale de la santé a augmenté en moyenne d'entre 1 et 3 Comment on a fait pour aller chercher payer les augmentations des médecins? On a coupé des programmes. Alors, on a coupé en longue durée, on a coupé des soins à domicile et tout ça. Puis ça, c'est la vérificatrice générale qui dit ça, qui a constaté qu'effectivement, pour réussir à payer la hausse de salaire des médecins, on est allé couper ailleurs. Autrement dit, on a fait payer par les patients. Ces choses-là. Puis les patients vont vous dire, regardez, par exemple, bon, moi, je suis avec le titulaire, par exemple, bon, mais là, j'ai plus de carrière sociale dans mon équipe. Ou encore, ils m'ont coupé, j'étais en psychothérapie, ils m'ont coupé 2 visites. J'ai le droit à 10 visites plutôt qu'à 12. Ça s'est rogné comme ça partout. Soit à domicile. Avant, j'avais 10 heures, là, j'ai 6 heures. Avant, ils venaient 3 fois par semaine, ils viennent 2 fois par semaine. En déficience, la même affaire aussi. L'éducateur, il venait toutes les semaines, mais là, il vient aux 2 semaines. Aux 3 semaines. Puis il n'y a plus d'orthophoniste. Puis il n'y a plus d'ergothérapeute. Puis il n'y a plus de. Bon, comprenez-vous, là? Ou encore, il y a un ergothérapeute, mais là, c'est plus une fois par semaine, c'est une fois par mois. Ça, c'est partout. Mieux que ça encore, au niveau de l'hébergement en soins de longue durée. Depuis 5 ans, on a réduit de 8 le nombre de places en CHSLD, en centre d'hébergement de soins de longue durée. Ça, c'est parce que la population du Québec a arrêté de vieillir. OK, on est chanceux. Les gens maintenant vieillissent et sont plus autonomes. OK? Donc, on a moins besoin de place en CHSLD aussi. Alors donc, on a réduit. Là c'est sournois. Parce que, par exemple, cette année, on a augmenté le budget de la santé d'à peu près 1 %. Ça veut dire que ça ne couvre même pas les coûts réels d'augmentation de base, ça ne couvre même pas l'inflation. Okay? Ça veut dire que concrètement, on réduit. On réduit partout. Puis sur le terrain, vous êtes bien placé pour le sentir ici et là. Okay? Les ressources qui ne sont plus là, les services qu'on n'offre plus, la réponse qui est plus lente. Ça, là, il faut qu'on se lève pour ça, parce que ça se passe
Parce que service Barrette, avec sa réforme, il a centralisé le réseau. Complètement. Il a enlevé tous les pouvoirs aux organismes locaux, même au CI3S, pouvoir nulle part. Le pouvoir, c'est lui. Alors, à chaque 2 semaines, il réunit ses 32 présidents, directeurs généraux, puis il reste maintenant 32 secrétaires de santé. Puis il leur passe ses consignes directement. Puis évidemment, c'est lui qui engage et congédie les PDG. OK? Il a le droit de vie ou de mort sur ces 32-là. Et sur le CA. C'est lui qui alors lui, il nomme la majorité des membres du CA aussi en plus. Fait qu'il n'y a pas un seul qui va aller contre lui, là. Il n'a pas encore. OK? Bon. Fait qu'il ne reste plus de pouvoir. Il n'y a plus de contre-pouvoir. Dans le réseau, il n'y a plus rien. Alors donc, les décisions de réduire l'offre de service, vous n'entendrez pas le réseau protester. Ceux qui peuvent protester, c'est les syndicats. Puis on les accuse, évidemment, d'avoir des intérêts syndicaux. Puis il reste les usagers. Puis les usagers, c'est pas toujours bien organisé non plus. Il existe des comités d'usagers, malheureusement. Il existe aussi des associations, des regroupements d'usagers qui ne parlent pas pour les usagers. Et je vais pas une cachette. Il y en a qui s'appelle le regroupement provincial des comités d'usagers qui ne regroupe personne. C'est essentiellement, ce sont des personnes qui ont créé une corporation non lucrative qui s'appelle le regroupement. Et le regroupement, ça ne vient pas d'un mouvement là, qui a voulu regrouper des comités, puis qui donne le point de vue des comités une fois qu'ils ont été consultés. Là, pas du tout, c'est du haut en bas, ce sont 2-3 personnes qui décident qu'est-ce que le RPCU va décider de faire. C'est l'affaire des frais accessoires cette semaine. Je pense serré quand j'ai vu ça, un communiqué émis par le RPCU, que le ministre Barrette que nos revendications ont porté fruit, que le ministre Barrette a corrigé la situation. Bon. Les occasions comme ça parlementaires, ils sont allés bénir les réformes de Barrette. C'est gênant, là. Okay? C'est ça. Alors, bon, on vit avec ça, ça fait partie du décor. Donc, on va dire que les ne sont pas bien représentés. Puis ces choses-là viennent pas. Alors, donc, essentiellement, on assiste donc les frais accessoires plus importants qui dérangent l'accès, la réduction des services qui dérange l'accès aussi, puis il y a la privatisation des services. Le pire exemple, c'est l'hébergement, justement. Et on réduit le nombre de places en CHSLD, mais là, depuis 2006, on a les résidences privées pour aînés qui se sont développées. Allez jusqu'en 2002, c'était illégal. Toute personne, toute organisation, d'héberger des personnes qui étaient en perte d'autonomie. La loi disait, ces gens-là, ils peuvent aller juste en CHSLD. Pendant des années, jusqu'au milieu des années 90, il y avait un service au niveau du ministère qui surveillait tout ce qu'on appelle les ressources clandestines. Quand on trouvait un milieu, il y avait des gens qui étaient hébergés, qui n'auraient pas dû être là, on les transférait dans les CHSLD, on fermait la ressource. On a aboli le service au milieu des années 90, puis on a arrêté de surveiller ça. Début des années 2000, on s'est aperçu, puis on a arrêté de développer les réseaux aussi. C'est pas compliqué, la nature ayant horreur du vide, c'est développer un paquet de résidences, comme ça, qui s'annonçaient, comme hébergeant des personnes autonomes, semi-autonomes, non autonomes. Là, en 2000, il y en avait tellement que le ministère a dit on ne peut plus les vider, c'est surveillé, parce que moi j'ai été dans une grosse enquête du coroner où le sous-ministre était venu à Québec, c'est une dame qui était morte étouffée dans ses contents-là, dans une résidence comme ça, là, qui est apparue, qui n'avait pas d'affaires là, mais pas du tout. Fait que le ministère dit quoi, ça commence à faire du bruit. Là, il y en a trop, on ne peut plus contrôler ça. On va les légaliser. Alors, ils ont légalisé, en 2006, on apparaît donc les résidences chroniques avec un certificat. Puis là, en 2011, on a développé encore les de ça. Puis là, on leur a permis en 2011 d'héberger des personnes semi-autonomes. Puis là, en 2015, on a modifié le règlement pour réduire les obligations, rendre ça moins lourd un peu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de ces résidences-là hébergent des personnes qui devraient être dans des CHSLD, mais qui ne le sont pas, dès lors que les gens sont capables de payer pour être là. Alors, autrement dit, quand il faut héberger quelqu'un, les travailleurs sociaux vont faire des grosses pressions pour que les gens aillent en résidence pour aînés, à des prix qui n'ont pas d'allure. OK? 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 par mois, c'est pas rare aussi. Puis il y a des gros... Alors, ce qui fait qu'on a vu l'offre de service baisser de 8 en CHSLD depuis 5 ans. Puis le nombre de places en RPA a explosé. On avait à peu près 12 ou 14 000 en 2010. On est rendu à 125 000 aujourd'hui. Alors, autrement dit, puis ça, donc ça, c'est du privé, puis très peu contrôlé.
Normalement, ces personnes sont supposées être supervisées par des servants publics, il doit y avoir des visites, il doit y avoir des contrôles. C'est prévu aussi que les résidences, quand quelqu'un est un État est en fait d'autonomie puis il a des besoins trop grands pour ce que la résidence est capable de faire, offrir, la résidence doit être transférée dans le public. Ça ne se fait pas. Alors on les garde tant qu'ils payent. Puis par contre, dès qu'ils sont capables de payer, là on les met dehors. Là, il faut que le public les prenne en urgence. Oui. Pardon? Oui, ok, parfait, c'est bon, ok, c'est ça. Ben, je finissais de toute façon. Alors, ce que je disais donc, c'est que la privatisation. La privatisation, là, on l'a développée là. Puis là, on a d'autres modèles pour la développer là. OK? Au niveau des soins médicaux, au niveau des GMF et tout ça, là, on transfère des ressources des CLSC vers les GMF. Et ça va là, et le GMF, là, ça ne fait pas partie du réseau de la santé, c'est des cliniques médicales privées. Ils prennent encore l'assurance maladie, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est plus dans le réseau. Là. Okay? Les travailleurs sociaux, là, ils ne sont pas dans une équipe médecine des GMF. Là. Alors là, ils sortent du CLSC, on envoie dans les GMF. Puis ça se fait, là, il n'y a pas personne qui a pensé, d'abord, on n'a pas consulté personne. C'est pas inspiré d'un modèle connu d'organisation de soins, c'est juste parce que on défait le réseau public, là, tout simplement. Parce que le GMF, ce n'est pas le réseau public. Les GMF, c'est comme de médecine familiale, là. Je vais finir avec ça. C'est des cliniques privées de médecins qui font des ententes avec les gouvernements. Le gouvernement leur verse des subventions. Pour exemple, qu'il y a plus d'heures d'ouverture, qui prennent en charge tant de patients et tout ça. On les paye des infirmières, on les paye de l'informatique et tout ça. L'année passée, on s'est aperçu que plus de la moitié des GMF d'abord, ne respectaient pas leur engagement en termes d'heures d'ouverture, ne suivaient pas le nombre de patients qu'ils avaient attendus, mais par contre, ils touchaient 100% de subvention. Là, le ministre Barrette a réglé ça. Il a mis le point sur la table, puis il a réduit les obligations. Il a trouvé la solution. On a réduit le nombre d'heures d'ouverture, il a réduit les exigences de suivi. Ça, c'est la directrice générale qui dit ça. Okay? On a réglé le problème. Puis pas de récupération pour tous ceux qui ont triché, là. On ne fait pas ces affaires-là. C'est un peu comme la régie a découvert, Paul Crème avait découvert qu'on avait peut-être payé 400 millions de rémunération en cours, mais c'est à cause de mauvaise gestion de convention. Pas de récupération non plus. On ne fait pas ça. On va récupérer, par exemple, les gens qui sont de l'aide sociale en trop, par exemple. Si par moment quelqu'un reçoit 200$, 350$ en trop, les factures qui vont être coupées. Là. Certains, mais un médecin qui reçoit 100 000$ de trop. Alors c'est inquiétant. Alors, je finis comme ça. Ce qui est important avec tout ce qu'on vit là, il faut qu'on regarde ça comme il faut. Il faut qu'au niveau des groupes et des milieux communautaires, on soit extrêmement là-dessus de ça. Puis, il ne faut pas hésiter à dénoncer et à parler haut et fort. Nous, ce qu'on veut essayer de faire comme organisme de services juridiques, on est un cabinet, nous, qui défend essentiellement l'intérêt des personnes depuis toujours. On invite les organisations, on offre nos services aux organisations qui ont besoin de nous autres. Quand on est capable de faire de quoi sur le terrain judiciaire ou sur le terrain légal, on va s'associer à ces choses-là. Mais il faut que le milieu, tout le monde mobilisé, parler, dénoncer. Puis l'écologie du poids, c'est eux. On est ministre à cause d'eux, mais voyez-vous, il n'est pas inattaquable. Et puis attendez que ça sorte l'histoire de pourquoi il a envoyé cette semaine. Il faut que ça sorte, vous allez avoir des surprises. C'est bon? Quand il faudrait s'attendre? On a un peu de temps de questions. On a fini. Alors, c'est les questions. Tantôt, vous mentionnez le patient qui sort de l'hôpital et qui arrive en clinique privée, doit payer ses gouttes. La même chose pour un patient qui va être transféré, les soins vont être transférés à domicile, doivent devoir payer des médicaments. Est-ce que ça, c'est considéré frais accessoires? Non, la sérieux, c'est que au niveau de la couverture des médicaments, c'est un peu plus complexe. À l'hôpital, ça c'est encore la loi fédérale qui prévoit ça, la loi fédérale provinciale, ça oblige les provinces à fournir l'ensemble des fournitures et médicaments gratuitement. Et bon, à l'hôpital. Quand les gens ont leur congé de l'hôpital, là, vous tombez sur l'assurance médicaments. Dans l'assurance médicaments, il y a une franchise à payer. C'est quand même moins pire parce qu'avant, les gens devaient payer entièrement le coût des médicaments. Là, avec l'assurance médicaments, vous payez la franchise, mais après ça, autour de la franchise,
c'est l'ensemble de la société qui prend le médicament en charge. Mais écoutez, malheureusement, il y a des médicaments qui ne sont pas couverts par le régime. Ça peut être compliqué un peu. Mais là, actuellement, ça, c'est des fois, je pense que ça peut très bien faire partie des revendications qu'on peut développer pour améliorer la couverture des soins à domicile. Soins à domicile, là, mais oui, moi, j'en regarde tout ça des fois, là, je ne comprends plus, là. OK? Là, on dit, ça coûte cher à héberger du monde. OK? Donc, la priorité, c'est les garder à domicile. Ça coûte beaucoup moins cher. Dans les besoins de soins à domicile, on s'est dit, on va développer une offre de service de soins à domicile qui va être assez importante, qu'on va héberger quelqu'un juste quand ça va coûter plus cher de le garder à domicile que de l'héberger. Ça coûte 65 000 d'héberger une personne par année en CHSLD. Okay? Donc, on s'est dit, ça va être cohérent, pour réduire l'hébergement, on va être capable de développer une enveloppe de soins à domicile pour aller jusqu'à quasiment 65 000 par personne. OK? Là, actuellement, c'est 6 à 8 000. Non, mais les meilleurs cas, c'est 6 à 8 000. Non, mais là, actuellement, c'est 6 à 8 000. C'est pas cohérent du tout. Puis là, on vient couper là-dedans en plus. Puis en coupant là-dedans, ça veut dire que du monde qui pourrait rester à domicile bien plus longtemps vont devenir bien plus rapidement admissibles à l'hébergement. Donc, ça va étirer les listes encore. Puis là, vu que les listes sont étirées, là, essayez de choisir aujourd'hui la place où vous voulez placer votre mère. Alors que la loi dit que vous pouvez choisir. Alors qu'il n'y a pas une semaine qu'on n'intervient pas là-dedans pour arrêter ces histoires-là. OK, déplacement contre le consentement des personnes. OK? Oui, merci. C'est ça. Alors donc, il y a plein de ça parle du coût des médicaments, c'est un facteur des fois, qui va des fois faire en sorte que les gens, parce qu'on va capable de se payer des médicaments, vont être hospitalisés plus vite. Où sont les économies pour la société là-dedans? À quoi on se rend? On s'aide. Oui. Oui, ce qui est de plus en plus accepté par la population, tellement ce discours-là, on l'a entendu, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent à la capacité de l'État de payer, il n'y a plus d'argent pour l'État pour fournir ces services-là. Au niveau de la fiscalité, il faut rester compétitif, concurrentiel avec les autres marchés. On baisse les impôts de plus en plus des compagnies. Le système comment on dit ça, graduel. D'abord, moi, je vous l'ai dit tantôt, je ne sais pas sur le discours, il ne manque pas d'argent en santé. L'argent est mal dépensé. Bon, après, je vais un peu des hauts salaires de médecins. Pas long pour qu'on ne touche pas à ça. Parfait. Là, on a développé des gros efforts dans le réseau, là, au niveau de la déficience des services sociaux. On avait une approche qui s'appelait l'optimisation. Peut-être vous dire quelque chose, OK? Là, on est allé voir pendant la rencontre les travailleurs sociaux, par exemple, qui rencontraient un patient. Bon, combien de temps ça prend? OK? Il ne fallait pas que ça dépasse 30 minutes. Au bout de 30 minutes, là, tu deviens un mauvais travailleur social. Fait que là, beaucoup de pression pour travailler au volume. OK? Bon. On a fait ça un peu partout dans le réseau. Moi, je trouverais ça à un certain degré correct qu'on s'assure que l'infirmière, le travailleur social, le psychologue travaillent efficacement. Mais il y a une clientèle qui a échappé complètement à tous ces processus d'optimisation-là. Je reviens encore là-dessus. Les médecins. Ça fait des années que les groupes, des personnes, des spécialistes proposent d'étudier l'efficacité et l'efficience de la pratique médicale au Québec. L'Association médicale du Québec, qui est un registre intéressant en termes d'expertise aussi, estime qu'il y a environ entre 1 milliard et 1,5 milliard en termes de coûts d'actes médicaux inutiles. Prenons un exemple de ça bien simple, la visite annuelle. Là, dans la littérature scientifique, la visite annuelle aux médecins, on établit bien clairement que ça n'a aucun bénéfice pour les patients. Parce que d'abord, ça conduit pas plus à du pitage de maladie, ça conduit plus à du surdiagnostic. Okay? Parce que le patient, il faut qu'il aille voir son médecin, parfait, qu'est-ce que c'est? Mais là, depuis 15 jours, j'ai une petite toux. Ah, radiographie. OK? Vous passez la radiographie, puis vous revenez pour une autre visite qui va être facturée, puis la va facturer tout ça, puis il n'y a rien sur la radiographie. OK? La personne, ça peut, sur sa visite annuelle, elle va peut-être pas consulter du tout. OK? Mais vu qu'elle est dans le bureau du médecin, puis le médecin, bon, on va prescrire, vous n'avez rien parfait, on va prescrire des laboratoires au cas où. Okay?
Ah, c'est comme ça. OK? Alors, ça, c'est un exemple. Mais il y en a plein d'autres. Les consultations faites inutilement. Toutes les stratégies de facturation. Vous regarderez l'émission Enquête le 17 novembre. Qui s'en vient. OK? 17 novembre. Moi, j'ai invité les gens d'Enquête. Je leur ai dit lâchez la construction. Venez voir le système de santé. Puis c'est reçu là. Les premières fois, au début, il devait faire 20 minutes. Là, c'est rendu 1 heure. Puis là, c'est rendu plusieurs émissions. Puis je dis, on commence. OK? Alors, on les a aidés, on les a alimentés beaucoup, on leur a trouvé du monde, des médecins qui parlaient, des histoires et tout ça. Vous allez voir, ça va partir en Lyon. OK? Quand ça va? 17 novembre. Ben, écoutez, il y a un gaspillage éhonté. Les jeunes personnes qui ont une discipline devant la société, c'est les patients, puis les travailleurs les moins puissants dans le système. Okay? Les médecins, qui sont les principaux producteurs et générateurs de coûts, ne sont pas contrôlés. Moi, je suis dessus, c'est une de mes revendications, qu'il faut qu'on revoie de fond en comble le mode d'organisation de la médecine, la rémunération des médecins. On n'en a pas pour notre argent, mais pas du tout aussi. Mais ça, le Dr Barrette, il va faire des réformes sur toutes sortes de choses, mais il ne touchera pas du tout. La rémunération des médecins, l'organisation de la pratique médicale. Écoutez, je regrette parler de loi 20, c'est le bout du bout, ça. Là-dedans, il y a un article dans la loi qui dit que le ministre va adopter un règlement pour déterminer dans quel délai un spécialiste va répondre à une consultation en salle d'urgence. Il faut que ce soit le ministre qui oblige un médecin spécialiste à répondre dans un délai de plus que 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures, à une consultation en salle d'urgence. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est abominable. Comment ça se fait qu'un spécialiste a la discrétion de répondre dans le temps qu'il veut à une consulte de salle d'urgence? Si la consulte est faite le vendredi à 4 heures, puis lui, 4h30, il s'en va, il n'a pas le temps de la faire, il revient le lundi. Ça veut dire que le patient va passer la semaine à la salle d'urgence à rien faire, puis à occuper un lit qui va coûter de l'argent aussi, tout ça. Puis juste parce qu'un docteur est un libre entrepreneur dans l'établissement. Il faut changer ces affaires-là. Okay? Il faut avoir ça de fond en comble, mais on n'a pas le ministre. Ah, écoutez, il parle fort, il joue les gros bras avec les médecins. Okay? Puis il aime ça pareil, M. Muscle. OK, mais c'est M. Mollusque. Non, d'ailleurs, les portes fermées, là, je peux vous le dire. L'entente qui est faite avec les médecins, là, sur la médecine de famille, de loi 20, là. OK, bon. Il a dit là, grand triomphaliste. Une grande entente avec la Fédération des médecins omnipraticiens, parce que ce qui arrive, c'est que son rendez-vous, il visait à obliger les médecins omnipraticiens à suivre un certain nombre de patients. On n'a jamais rien su plus que ce que vous voulez dire. Là, il a toujours fait dans la grande. Alors, d'ici décembre 2017, il faut que 85% des médecins, des patients dans les médecins de famille. Bon. Après ça, puis on va encourager ce qu'on appelle l'accès adapté, c'est qu'il faut que vous soyez médecin de famille, puis il faut que vous le voyez, parce que d'autres vous matin, vous avez une bronchite. Je pensais qu'il y avait une bronchite. Donc, vous appelez votre médecin, puis là, actuellement, dans beaucoup de cas, si vous appelez votre médecin, rendez-vous dans 3 semaines. Autrement dit, quand vous serez mort. OK, bon. Alors là, pour éviter ça, on a développé un nouveau concept de travail qui s'appelle l'accès adapté, où le médecin devrait être capable de voir le patient le journée même ou le lendemain, si le patient en a besoin. Mais ça, les médecins qui remplissent leur agenda d'examen annuel, tout ça, ils n'ont pas le temps de faire ça. Là, OK? On va arrêter ça. Bon. Sauf que, alors on l'a mis dans l'entente, on va favoriser. Sauf que le problème, c'est que cette entente-là, même que 85% des patients du Québec ont un médecin de famille, l'entente ne donne aucun droit aux patients d'avoir un médecin, parce que c'est des objectifs nationaux. OK? Il ne crée aucune obligation, c'est-à-dire au médecin d'inscrire un patient. Autrement dit, même si la loi prévoit que c'est le patient a le libre choix de son médecin, cette entente-là fait que c'est le médecin qui a le libre choix de son patient. Mieux que ça encore, là, l'entente prévoit qu'il faut que quand le médecin suit quelqu'un, dans 80% des cas, il devra répondre à l'accès adapté. Autrement dit, quand le patient va consulter ailleurs, s'il va consulter dans plus que 20% des cas, ça va pénaliser son médecin. Ça, le problème que là, c'est que si ce n'est pas bien contrôlé, le médecin qui a le libre choix de ses patients va choisir des patients pas trop tannants. Parce que, non, mais ils vont choisir des patients qui ne le solliciteront pas trop souvent à l'improviste pour pas que ça nuise à sa rémunération. Alors, qu'est-ce qui arrive des gens vulnérables? On a prévu des pondérations, mais pas évident. Okay? Alors, mais voyez-vous, mais c'est pas fait pour les patients. Les patients, ils ne vont pas participer à ces négociations-là. Là. Puis,
le droit d'accès d'un patient au médecin, il dépend de ce que les syndicats de médecins qu'on vient avec le gouvernement. Oui, l'intérêt public, je sais pas. Il faut revoir tout ça de fond en temps. Puis là, on n'a pas le ministre pour ça. Ça, c'est ça. Il y a d'autres questions? Je ne vais pas avoir de faire de la politique non plus, mais je vous dis juste que du point de vue des patients, là, on va pas loin. D'autres questions? Oui. Je vous en pose. Pour revenir sur les frais accessoires, oui. Donc vous savez que quand on parle de frais accessoires, évidemment, c'est tout sur la question des, grosso modo, les agents anesthésiques, les médicaments qui sont administrés en cabinet, qui sont au niveau des services assurés. Ce que les gens pensent beaucoup depuis l'annonce de Barrette, c'est qu'à partir de maintenant, ils vont aller dans leur clinique puis ils ne paieront plus, mais il y a toute une série de frais qui sont aussi désassurés, qui sont déjà désassurés, qui ne font pas partie des frais accessoires. Je pense entre autres aux formulaires administratifs et tout ça. Et ça, je me demande, parce que nous, au niveau de la clinique communautaire, on travaille sur toute la question de l'accès aux soins, puis ce n'est pas juste les frais accessoires, c'est tous les frais pour nous, tous les frais qui sont chargés à des patients, c'est un frein à l'accès. Mais sur les... Puis vous savez, c'est des ententes qui ont été prises avec les fédérations de médecins, ils peuvent facturer des frais qui sont maintenant désassurés des soins. Comment est-ce qu'on... Sur cette question-là, on peut-tu faire quelque chose? Ça va être difficile, parce que là, il y a plusieurs choses. D'une part, les soins qui sont couverts par les régimes d'assurance de l'État, c'est les soins qui sont médicalement nécessaires. On constate généralement qu'on n'a pas voulu couvrir les soins non médicalement nécessaires. Vous avez besoin de vous avoir une chirurgie esthétique parce que vous voyez votre mari ne vous regarde plus comme avant. Bon, alors que vous êtes toujours aussi belle. Alors, ça ne sera pas couvert. OK, bon. Mais, bon, par exemple, faire rentrer, par exemple, disons, une formule, par exemple, pour, disons, votre permis de conduire. C'est une personne âgée, puis après 70 ans, la SAC demande d'avoir des rapports médicaux. Bon, vu que ce n'est pas pour une fin médicale, le médecin peut vous charger. Bon. Il y a quelques rapports qui sont couverts, comme ça, pour l'aide sociale et tout ça, là, mais votre enfant va aller au camp de jour pour s'aider. Les camps de jour vous demandent un papier médical. Bon, ça, vous devez payer pour ça. Alors, ça, c'était pas réglementé. Bon. Là, dans ce que Barrette a annoncé, on va voir, là, il a annoncé qu'il allait mettre des limites là-dessus. Mais Barrette, les limites, il les négocie. OK? Alors, il va dire que les médecins, pour que ce soit quand même payant, ça risque peut-être d'être un petit peu moins cher que ça a été. Bon, on ne peut pas être contre ça. Mais là, c'est le marché libre. Moi, dans un monde idéal, ce que je vous dirais, c'est comme clinique, surtout si vous êtes capable de générer un certain degré de clientèle ou encore intégrer dans certains types de professionnels, négocier avec ces gens-là qui, par exemple, ils remplissent des rapports, ou encore qu'à la clinique, les rapports ne coûtent pas plus cher que tant ou tant. Écoutez, dans les GMF, voyez-vous, les infirmières praticiennes, les infirmières qui ont une formation supérieure, qui peuvent faire des actes médicaux. Alors, qui remplissent, pas seulement capable de remplir un rapport, ensuite, par exemple, pour un 40 jours, n'importe quoi. Là, dans le GMF, les médecins leur ont dit non. C'est-à-dire, vous allez remplir, mais nous, on va les signer. 50$ ou 100$. Alors que les médecins disaient, écoutez, nous, on est payés pour le faire. OK? Alors, mais ça, il faut se battre pour ça aussi. Mais là, c'est peut-être moins directement lié à l'accès, mais il faut regarder ces choses-là aussi. Oui. Je me demandais si ça me pensait en même temps aussi que le commissaire à la santé au bien-être était aboli justement, oui. Puis avant son abolition, il travaillait sur le panier de services assurés. Parce que, bon, je pense que ça, c'est une source d'inquiétude importante à regarder. Parce que là, Barrette n'a pas laissé envoyer des frais accessoires cette semaine. Pas du tout. J'aime pas ça dire ça, mais je vous annonce qu'il va vraiment chercher de venger ailleurs. Okay? Puis moi, ce que je crains beaucoup, puis je ne suis pas seul à le penser, c'est qu'il désassure certains services. Okay? Là, il va certainement désassurer la vasectomie, puis ces mesures-là, parce qu'on n'est pas malade, donc c'est un caprice que les gens ont. Okay? Bon, c'est ça. Puis, un peu comme il y a des assurés, tout d'un coup, la population assistée, alors que si ça coûtait cher, c'est pas à cause des parents, c'est les médecins. Ils ont fait une des pires ententes de rémunération des médecins avec le gouvernement pour payer les vacances assurées, tellement mauvaise que sans même que le même départ en plein milieu de l'entente, ils ont finalement accepté de la renégocier pour couper de moitié les honoraires des médecins, tellement c'était gênant. OK? Alors, le public n'a pas su grand-chose de ça, mais c'est des affaires, on dit, là, ils mettent ça d'ailleurs des portes closes, là, ils sont assis dans le bassin des 33 milliards du système de santé, puis, je veux dire, c'est pas d'imputabilité, pas beaucoup de questions, puis c'est moi le boss.
Ils ont posé la question, allez-vous essayer de négocier avec les fédérations, on est en train de négocier actuellement. Si ça ne vous regarde pas, on n'est pas ici par des négociations. Je veux dire, c'est quoi? En tout cas. Mais c'est ça qu'il faut qu'on demande des comptes. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du cas en Colombie-Britannique du médecin qui s'en va dans la privatisation? Oui, la France du Dr. D, il recommence un peu comme l'histoire de Shaoli ici au Québec. Là. Bon, parce qu'écoutez, il ne manque pas de force pour attaquer ces régimes publics-là. C'est pour ça qu'il faut absolument que, comme citoyens, là, on se mobilise pour ça. Puis écoutez, ça là, c'est pas des batailles philosophiques, là. C'est des batailles pour toutes nous autres. C'est des batailles pour nos parents, nos amis, nos voisins. C'est une bataille aussi pour tous les gens vulnérables, les gens qui n'ont pas d'argent, les gens qui ne sont pas capables de parler, les gens qui ne sont pas capables de se défendre. Là. Si nous, on est capable de parler, de se lever, puis de se défendre, il faut qu'on parle pour eux, il faut qu'on se mobilise pour ce monde-là. Alors, ça c'est une attaque. On vit souvent d'accord attaquer le gouvernement provincial qui ne permet pas le régime privé. Bizarrement, il n'y a pas de loi fédérale. J'ai les procédures, j'ai regardé tout ça. C'est inquiétant. Okay? C'est vraiment une offensive. Baqué par toutes sortes d'intérêts. Aussi, puis écoutez, comme vous dites, c'est sur tous les fronts. C'est pour ça qu'on est capable de reculer à gauche, à droite. C'est ce qu'on a réussi à faire avec Boris. Vous allez voir, là, il y a un lien direct avec notre procédure en conférence. Vous allez le voir bientôt, là. OK? Ça fait que ça valait la peine de faire ça. Okay? Parce que là, on s'est mis toute une coalition d'organisations ensemble, là. Puis on a, la lutte a été faite politiquement, socialement, médiatiquement. On était capable de l'amener sur le terrain judiciaire. Le terrain judiciaire, ce qui est intéressant, c'est que nous, on peut enclencher les processus coercitifs. Autrement dit, le ministre qui ne veut pas faire appliquer la loi, on a beau le dénoncer publiquement, s'il ne veut pas, il ne veut pas. Mais quand le tribunal lui ordonne de le faire, pas le choix, parce que c'est l'ouvrage au tribunal, il faut aller en prison. C'est aussi simple que ça. Alors là, ça c'est puissant. Mais on ne peut pas le faire souvent. Puis, mais au moins, là, on a la chance d'avoir quelqu'un que tout le monde serait content de nous voir en prison, c'est le Dr. Barrett. Est-ce qu'il y a des intérêts actuariels qui influencent les décisions des ministres de l'État? Par rapport actuariel, c'est l'assurance? Oui, mais non, pas dans ce sens-là. Je ne pense pas qu'il y ait d'intérêt au niveau, par exemple, de l'avenir du régime d'assurance maladie ou d'assurance hospitalisation. Non, parce que c'est des régimes, c'est pas compliqué. C'est l'ensemble des citoyens qui les payent. L'ensemble des citoyens qui travaillent sur votre salaire, vous payez une cotisation de l'assurance maladie du Québec. Puis là, c'est ajusté en fonction, chaque année, ça peut être ajusté en fonction des besoins prévisibles. C'est pas voilà la Constitution. La Constitution, là, voyez-vous, on a un gouvernement qui nous a dit, écoutez, moi, je veux arriver au déficit zéro. Mais c'est encore, parce que, puis là, le gouvernement veut baisser les impôts. Moi, là, écoutez, le matin, le gouvernement qui m'annoncerait qu'il fait une baisse d'impôts, je me lèverais pour m'opposer à ça. OK? Pas parce que je ne paye pas, j'aimerais pas ça payer moins d'impôts, je fais de la trollée d'impôts. Mais moi, c'est essentiel que je paye de l'impôt, parce que mon impôt, je vois, ma mère, quand elle va à l'hôpital, elle est traitée comme il faut, elle n'est pas mise dehors parce qu'elle n'a pas d'argent. Puis, des gens que je vois qui sont sur l'aide sociale, mais ils reçoivent au moins leur chèque à tous les mois. Ils ne risqueront pas de se faire couper plus encore parce que l'État manque d'argent et tout ça, parce que ce qui est malheureux, c'est que l'État, actuellement, s'en prend au plus faible aussi. Okay? On a besoin sur l'aide sociale, là, quand moi, il est monstrueux aussi. Quand on voit ce qui se passe dans le système de santé, là, je veux dire, pourquoi s'en prendre de ces clientèles-là? Pourquoi pénaliser les gens qui sont déjà vulnérabilisés? Il y a tout d'autres moyens qu'on peut regarder pour ça, il y en a plein d'autres. Alors, il faut être ouvert à ces choses-là. Puis écoutez, là, si on arrive avec une promesse de baisse d'impôts, il faut que tout le monde se lève unanimement et dire on n'en veut pas de baisse d'impôts, laisser l'argent dans les comptes de l'État et donner des services. T'sais, si la baisse d'impôts signifie qu'on coupe des places en CHC, qu'on coupe des soins à domicile, qu'on coupe en santé mentale, qu'on coupe les clientèles vulnérables, là, moi, j'en veux pas de baisse d'impôts. Comprenez-vous? Puis comme citoyen, là, c'est un geste de solidarité sociale aussi de dire ça, mais il faut développer ces idées-là aussi. Okay? Vous avez le droit de penser différemment de moi, là. Moi je dis ça de même aussi. Mais c'est bon? Alors, bonne chance, puis là, je sais pas.